Nicolas est président de la copropriété de 200 appartements où il réside. Mélanie dirige un grand hôtel à la montagne. Laurent est maire de sa commune et gère une maison de retraite, un gymnase et une piscine. Tous les trois ont intérêt à réduire leur facture énergétique. Tous les trois ont découvert l'éco-régulateur DJP et ont réduit leur facture fuel gaz de 15% à 25%. Bonjour. Nous avons l'habitude dans cette chronique de suivre de très près l'actualité scientifique qui varie, ce qui fait que ça fait un peu le charme de cette chronique. Et je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, et puis surtout, n'oubliez pas, il y a un petit bouton rouge. Allez, abonnez-vous. Simplement, c'est pas pour de l'argent, on vous réclame pas d'argent, mais simplement le fait d'être abonné, c'est-à-dire d'être suivi, ça a une grande influence dans, disons, la connaissance, et surtout d'avoir des sponsors. Donc, aujourd'hui, on va changer de thème, on va faire de la science, pure et dure, extrêmement intéressante, car c'est un problème qui nous touche. Regardez bien, on va vous parler de ceci. Vous le reconnaissez? Bon, là, allez, c'est l'Antarctique, c'est le pôle sud. Et puis ça, on dit, c'est le trou, le fameux trou de l'ozone. Donc, c'était l'occasion, suite à publication d'un rapport et d'un article du Monde, est-ce que le trou de l'ozone va, disons, se combler, se résorber? Très grande question. Nous avons eu la chance de rencontrer l'auteur, l'autrice, comme on dit aujourd'hui, de ce rapport. Je voudrais déjà bien vous situer les choses. De quoi parlons-nous? Alors, on parle d'un gaz qui se trouve dans la très haute atmosphère, dans la troposphère, à très faible concentration, qu'on appelle l'ozone. L'ozone, j'oserais dire, c'est du super oxygène. L'oxygène, la molécule d'oxygène, vous l'avez appris en chimie, c'est deux atomes qui sont liés, O2. Là, il y a 3 atomes d'oxygène, donc O3. Mais c'est un composé naturel qui se forme à très haute altitude dans la stratosphère entre 15 à 50 km d'altitude, dû à l'impact des très durs rayons ultraviolets sur la haute atmosphère, notamment sur les composés nitrés, et qui amène la fabrication de l'ozone. Et cet ozone, on le produit aussi dans l'environnement, par exemple des arcs électriques, d'où une odeur caractéristique, et puis surtout c'est un gaz toxique, irritant, mais surtout très oxydant, parce que cette molécule est instable. Et surtout, elle est très importante, parce qu'elle nous protège, l'ozone, qui forme ce qu'on appelle une couche dans la stratosphère, absorbe 97% des rayons ultraviolets. Autrement dit, vous l'avez bien compris, s'il n'y avait pas d'ozone dans l'atmosphère, oui, la vie n'aurait pu se développer, ou tout du moins, si la vie était apparue, elle n'aurait pas pu arriver là où nous en sommes actuellement. D'où l'intérêt de suivre l'évolution de l'ozone dans l'atmosphère. Et vous savez, c'est un groupe de Britanniques qui, au pôle sud, effectuant des mesures, s'était aperçu qu'il y avait une baisse de la concentration de l'ozone dans l'Antarctique. D'où l'idée, évidemment, de voir ce que l'on appelle un trou qui est mobilisé, bien sûr, maintenant, à partir des images de satellites. D'où la question que nous avons posée à Sophie Godin-Beckmann, directrice de recherche au CNRS, et je vous le rappelle tout de même, présidente de la Commission internationale sur l'ozone et auteure du dernier rapport. D'abord, première question, ma chère Sophie, peut-on parler vraiment de trou? En réalité, il s'agit d'un amincissement de la couche d'ozone d'environ 50% au-dessus de l'Antarctique, donc sur vraiment une grande étendue. Mais c'est pas un trou, effectivement, c'est vraiment un amincissement de la couche d'ozone. C'est une baisse de concentration, mais sur un niveau d'altitude donné, entre 15 et 22 km d'altitude à peu près au-dessus de l'Antarctique. Le trou se produit tous les ans au pôle sud. C'est devenu un phénomène saisonnier récurrent depuis le début des années 1980 à cause des conditions météorologiques particulières qui prévalent au pôle sud pendant l'hiver.
Alors ça peut arriver aussi au pôle Nord. Il y a des hivers où on voit des destructions importantes d'ozone, mais on n'a jamais eu des destructions de l'ampleur de celles qu'on voit en Antarctique. Ce qu'on avait observé avant, c'est que, parce qu'il y a eu des mesures dans les régions polaires, en Antarctique en particulier, et on connaissait bien la variation saisonnière de l'ozone en Antarctique. Et c'est à partir des mesures sol qui existaient depuis plusieurs décennies qu'on a pu constater qu'il y avait une perturbation très importante qui arrivait et dont on comprenait pas l'origine initialement. Et c'est pour ça que finalement on a pu faire le lien ensuite très rapidement avec l'augmentation des composés chlorés dans la stratosphère liée au CFC, aux chlorofluorocarbures et à leur augmentation dans la stratosphère en fait. Alors ça, on a pu effectivement bien mettre ça en évidence dès la fin des années 1980 grâce à des campagnes de mesure qui ont été réalisées très rapidement. C'est effectivement l'augmentation des composés chlorés dans la stratosphère liée à l'émission de ces gaz halogénés par l'industrie chimique. Et ces gaz, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'une fois qu'ils se diffusent dans la stratosphère, ils vont être cassés par le rayonnement solaire et donner lieu ensuite à des composés réactifs qui rentrent dans la chimie de l'ozone. Donc il y a le chlore, mais il y a aussi le brome. Il y a des composés bromés aussi qui agissent sur le cycle de l'ozone. Vous l'avez compris, cette couche d'ozone est menacée de destruction par le chlore. Et le chlore, on en trouve où ? C'est un produit naturel qui est notamment émis en très grande quantité par les volcans, émis par les embruns marins, et donc à très haute altitude, avec l'action des rayons ultraviolets, la chimie du chlore amène à détruire la couche d'ozone, à absorber donc l'ozone. Et donc de fait, si vous diminuez la concentration d'ozone dans l'atmosphère, eh bien ça permettra aux rayons ultraviolets d'atteindre en plus grand nombre la Terre, et donc de nous toucher, nous, et donc c'est une menace, encore une fois, pour la vie. Et, fort heureusement, lorsque l'on a pris conscience que cette couche d'ozone était menacée, notamment par ces fameux CFC, ce sont les gaz que l'on trouve dans tous les circuits de réfrigération, eh bien, à ce moment-là, la communauté scientifique a pris le taureau par les cornes, il faut le saluer, et ça a été la signature, il faut reconnaître, du fameux protocole de Montréal en 1987, et qui a abouti quasiment à une unanimité mondiale, il faut donc le saluer, d'interdire la production des CFC. Ah oui, Montréal est vraiment salué comme le protocole environnemental le plus efficace à l'heure actuelle, puisqu'il a été ratifié par tous les pays du monde. C'est un protocole qui est extrêmement robuste, qui a permis d'arrêter la destruction de la couche d'ozone, parce que si on n'avait rien fait, on aurait vraiment eu une destruction de la couche d'ozone importante, et là, ça aurait causé des problèmes très importants pour la santé des populations sur Terre et la santé des écosystèmes. Donc on a vraiment évité un péril très important pour l'humanité, mais on s'est rendu compte aussi que c'était un protocole qui avait aussi des bénéfices pour le climat très importants en fait. Donc, et en plus, on a réussi à l'époque à mettre ensemble les pays, à faire dialoguer des pays développés avec des pays en voie de développement, et qui finalement a permis donc de sauvegarder la couche d'ozone. On voit qu'elle est maintenant en reconstitution, très progressive, parce qu'il faut savoir que ces gaz qu'on a envoyés dans l'atmosphère, ils ont une durée de vie très longue, donc ça va prendre du temps pour évacuer cette perturbation. Mais on peut voir que le protocole est un succès à tous ces points de vue. Ce que dit le rapport, c'est qu'il sera résorbé vers les années 2060. Pour l'ozone à l'échelle globale, ce sera avant, puisque la destruction d'ozone a été moindre à l'échelle globale. Donc on pense dans les années 2040-2050 à peu près. On devrait revenir au niveau d'ozone qu'on observait avant les années 1980. A priori, on pense que ça devrait être
grâce à ce processus qu'on va pouvoir surveiller en fait les émissions interdites de CFC. Après, il y a toujours des nouveaux produits qui peuvent être mis sur le marché. Il y a des espèces chlorées et bromées à très courte durée de vie, mais qui peuvent quand même arriver dans la stratosphère, qui ne sont pas finalement prises en compte dans le protocole de Montréal. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut continuer toujours à surveiller la couche d'ozone de façon à ce que on ait toujours cette protection pour l'humanité au-dessus de notre tête. Parce que en plus c'est un protocole qui est piloté un peu par la science, c'est-à-dire qui prend en compte les résultats scientifiques et qui a aussi servi en quelque sorte de modèle à ce qui s'est fait ensuite par le GIEC. Donc c'est vraiment des processus qui étaient assez proches à l'époque. Bon, ouf, nous voilà rassurés, le trou de l'ozone va se résorber. Autrement dit, la concentration de l'ozone dans l'atmosphère va revenir à ce qu'elle était dans les années 1970. Ça y est, je voudrais dire, ouf, la planète Terre est sauvée. Seulement, il y a une moralité à cette affaire qui est très importante. C'est qu'on voit bien, pour une fois, la communauté, l'ensemble de toutes les nations, les 200 nations principales à la surface de la planète, la communauté scientifique se sont mises d'accord pour trouver une solution, un remède à une grande menace pour l'environnement. C'est à méditer actuellement, vous avez bien compris, pour le gaz carbonique. Mais là, ça me semble beaucoup plus compliqué. Nicolas est président de la copropriété de 200 appartements où il réside. Mélanie dirige un grand hôtel à la montagne. Laurent est maire de sa commune et gère une maison de retraite, un gymnase et une piscine. Tous les trois ont intérêt à réduire leur facture énergétique. Tous les trois ont découvert l'éco-régulateur DJP et ont réduit leur facture fuel gaz de 15% à 25%.